Bienvenue aux grandes entrevues de la petite relève, des entrevues où je donne l'occasion à des humoristes de la relève là, de se planter une première fois en entrevue puis de rentrer chez eux en ayant l'impression d'en avoir trop dit. Bonjour Sam. Bonjour. Hey, moi, c'est ça que j'ai prévu faire, là, me planter. Je suis déjà super gênée. Je suis comme en petite short puis je sais pas si la caméra est directe sur mes cuisses. Hein. Si t'en avais pas parlé, tu sais, je vais donner un truc, là, vu que t'es pas habitué de faire des entrevues. Si t'en avais pas parlé, on aurait là, tout le monde va regarder mes cuisses. Ouais. Mais c'est parce que là, je trouve qu'elles sont trop courtes, mes shorts. Là, en ce moment, le caméraman pointe sur tes cuisses, c'est sûr et certain. Mais c'est correct, c'est mon meilleur muscle, mes tes mollets. Mais c'est très beau, très adéquat. Puis franchement, pas une partie là, de ta personnalité là, qui ressort. Merci beaucoup, merci. Je suis content. Sam, on t'a vu récemment au prochain stand-up. Il y a eu des critiques qui disaient que tu étais un peu vulgaire et tu n'avais pas besoin d'aller dans cette direction-là. Comment t'as filé ça? Ben, ça m'a confronté un peu parce que c'est quelque chose que je sais à propos de moi, mais c'est des critiques que j'ai reçues après un premier numéro, un seul numéro. Oui. Et selon moi, la vulgarité dans mon numéro était calculée, puis c'était ça que je voulais offrir. Moi, ça me faisait rire d'aller à la télé, puis j'avais des sacres. Genre, j'avais 2 ou 3 sacres que j'avais placés parce que je voulais me voir à la télé puis que ça fasse bip. J'avais jamais eu ça. Puis je trouvais ça, je me disais, bon, ça va faire changement dans le line-up. Là, les gens dans la salle vont trouver, mon Dieu, il est pépé, celui-là. Ouais. Fait que c'était ça que j'avais prévu pour ce premier numéro-là. Fait que ça m'a confronté un petit peu de me faire taper sur les doigts à cause que c'était vulgaire, alors que c'était tout prévu. Mais j'avais en tête de proposer autre chose pour la suite. Mais c'est vrai que c'est un peu un automatisme. Moi, tout ce qui me fait rire, c'est souvent vulgaire. Mais t'as-tu l'impression, puis peut-être c'est ma sensibilité personnelle qui parle, qu'il y a une partie de ce reproche-là qui vient d'une incapacité à entendre des propos qui concernent l'homosexualité, mettons? Est-ce que les gens sont homophobes? C'est une grande question. C'est vraiment une bonne question. Je me demande... Il aurait fallu voir un numéro similaire, mais livré par un hétérosexuel. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une partie de la critique qui peut s'appliquer juste à la vulgarité en général, peu importe l'orientation. Là, mais définitivement, je suis d'avis qu'il y a comme un discours un peu... c'est inconscient, peut-être. Oui, il y a un discours souvent de ben, tu devrais pas avoir à en parler, fait que pas besoin de nous en parler. On accepte tout le monde. Et ça, je trouve que c'est un peu un piège dans lequel les gens peuvent tomber. Ouais. Comme on est correct avec ça, mais on veut pas trop avoir des images dans notre tête, mettons. Et ouais, exactement. Ouais. Alors que c'est super important d'en entendre parler, justement. Si personne n'en parle, c'est là que c'est... non, ça va pas bien, là. Oui, puis je pense qu'on réalise pas à quel point, des fois, des hétéros se permettent d'en parler sans avoir l'impression de parler de leur sexualité. Oui, quand ils parlent juste de leur couple. Oui. Exact. Clairement, ça, c'est des trucs qu'on voit en humour depuis très, très, très longtemps. Alors que parler d'expérience homosexuelle, ça, c'est plus nouveau. Puis je pense qu'il y a encore des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Moi-même, j'étais pas à l'aise avec ça il y a 5 ans, là, tu sais. Mais c'est ça qui est pas triste, mais qui me faisait de la peine en même temps un peu pour toi, parce que je me dis, ça doit pas être évident d'arriver dans le monde, puis ça n'a pas été simple, j'ai l'impression, pour toi, de dévoiler ton homosexualité. Non, vraiment, ça a été long. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai envie de citer Alex Perron qu'on avait reçu à notre podcast Tout le monde sait récemment. Il en parle dans l'épisode, il dit « Moi, ça m'a pris vraiment plusieurs années, je sais pas combien, là, peu importe, là, 15 ans avant de m'accepter. Je peux pas demander aux membres de ma famille, puis à mes amis, puis à tout le monde de m'accepter comme ça du jour au lendemain. Mm-hmm. Bon, c'est débattable après ça. Mais ça m'a quand même fait réaliser que c'est peut-être ça qui se produit, tu sais. Moi, ça a été super long. J'ai tellement été formaté pour vivre un mode de vie hétérosexuel
pas par personne en particulier, mais tu sais, on le sait société quoi, en général. Oui, c'est ça. Qui est encouragé. Puis par moi-même, j'étais comme, non, je vais avoir une blonde, là. Tu sais, je vais avoir une blonde, je vais aller à l'université, je vais avoir une bonne job, de l'argent. Je veux une blonde, je vais me forcer, là, tu sais. Ah ouais? Oui, je savais, Tu as là. cru jusqu'à quel âge, mettons? Genre début vingtaine, quand j'ai essayé d'avoir une relation avec une fille, puis ça n'a pas fonctionné. Je me rappelle, c'était comme sur le coup, le lendemain de cet événement traumatisant-là. J'imagine. Que je me suis dit, OK, non, je suis gay, je vais le dire. Puis finalement, je l'ai pas dit. Ouais. J'ai attendu encore une couple d'années, là, pour de vrai, avant de faire mon premier coming out. Ça devait être à mon coloc, tu sais, autour de l'âge de 25 ans. Mais jusqu'à cet âge-là, je savais que j'étais gay, mais je me disais, non, ce sera pas ça pour moi. Là. Je vais tout faire je veux pour pas, ouais. Parce que j'avais pas une belle vision de ce que c'était l'homosexualité. J'aimais pas l'image d'un couple gay. Je voulais pas me voir dans un couple gay. Moi, je voulais me voir dans un couple hétéro, tu sais. C'est peut-être un préjugé de ma part, mais penses-tu que c'est lié au fait que tu viens d'une région? C'est sûr que ça joue beaucoup. On en voit moins. Ouais, moi, dans mon quotidien, en Gaspésie, j'avais 0 homosexuels ou ceux qui étaient homosexuels, c'était pas dit clairement, tu sais, parce qu'ils... Ouais. C'était caché. Ben, clairement, eux, ils avaient comme pas le choix de se protéger en le cachant, tu sais. J'imagine que leur cercle immédiat le savait, mais non, c'était ça. Dans mon quotidien, j'avais pas aucun homosexuel, aucune représentation positive de l'homosexualité de, tu sais, toute ma jeunesse jusqu'à mes 20 ans. Fait que, tu sais, ça a comme pas le choix de... Fait que ça doit être d'autant plus heurtant de se faire dire cet homosexuel-là, il est too much. Oui, dans le sens que moi, je suis encore en démarche d'acceptation. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin d'en parler aussi agressivement. Parce que c'est quoi qui me fâche aussi, tu sais, c'est quelque chose que j'avais à un moment donné un besoin d'arriver sur scène puis de dire ouais, c'est ça, je suis gay, tabarnak, tu sais, parce que ça me fâche. J'ai comme des restants à l'intérieur de moi que ça me fâche d'être gay. Ouais. Après ça, je suis fâché que ce soit autant un problème. Ouais. Je suis fâché que je doive le dire. Je suis fâché que ça puisse créer un problème chez certains membres du public. Fait que c'est tout ça encapsulé dans mon numéro qui était... Bon, si on parle du prochain stand-up, c'était un numéro pour me présenter que j'ai dû réfléchir à ça. J'ai dû réfléchir à... Bon, c'est une compétition. I guess que je dois dire en premier en arrivant que je suis gay. Sinon, ils vont tout me penser pendant mes autres numéros. Ben, es-tu gay ou il est pas gay? Oui, je suis gay, là. Tiens, je le dis, puis après, c'est fait, là. Un numéro de présentation, ça sert à ça. Ça sert à dire c'est dans quelle mesure, c'est quoi ton unicité. C'est quoi c'est quoi qui te distingue. Toi, t'es quelle bébite? Fait que c'est bizarre de... Mais ça me fait penser à... Récemment, j'ai vu le rappeur Lil Nas X qui disait... il se faisait reprocher d'être pas à l'aise avec sa sexualité. T'sais, il se faisait dire « Pourquoi t'es tout le temps en train d'en parler? Si t'étais à l'aise avec ta sexualité, tu sentirais pas le besoin d'être flashé autant. » Puis il était comme « T'as raison, je suis pas à l'aise avec ma sexualité. » C'est ça qui arrive quand t'as été éduqué à haïr tellement qui tu es pendant autant d'années. Ben, c'est exactement ça, ouais. C'est bon, je l'aime. T'es Lil Nas X. Oui, oui, je l'aime. Ah oui, je l'ai Lil Nas X du Québec. Mais non, mais je l'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, je consomme pas particulièrement sa musique, mais je l'ai ajouté récemment sur Instagram parce que je sais pas, j'étais fier de lui. Oui, il y a quelque chose dans son agressivité justement dont tu parlais qui fait du bien. C'est comme si ça fait... C'est délivrant. Là. Il y a quelque chose de beau là, dans toute sa démarche. Moi, ça me fait du bien à voir à une si grande échelle. Puis lui aussi, j'ai l'impression que ça doit lui faire du bien. Premièrement, c'est un peu une délivrance et aussi de provoquer. Oui. Tu sais. Oui. Je pense que lui aussi doit avoir de la colère en lui là, pour performer de cette façon. Puis en tout cas, il doit ressentir beaucoup d'affaires. Alors, j'attends avec impatience ton numéro de danse poteau. Oh my God! Ah, j'aimerais tellement ça, là, avoir l'occasion de danser sur un poteau, là. Je pense que ça serait une bonne idée. Pour de vrai, prends des notes. Ben, pour une vidéo, ouais. Je veux pas revenir éternellement sur la critique, mais
comment, tu sais, tu es sorti de l'école en 2018, tu commences à te produire régulièrement, on commence à te voir à la télévision. Comment on se sent de recevoir de la critique alors qu'on commence? Il y a un aspect de ça qui est constructif parce que on essaie de te guider vers qu'est-ce que tu devrais, de quelle façon tu devrais performer. Fait qu'il y a quelque chose, j'imagine, de formateur, mais en même temps, est-ce que c'est fâchant quand hey, je viens juste de commencer, là. Donnez-moi un break. pour tu veux dire de la critique pour ce que je devrais faire sur scène en général? J'en reçois pas énormément parce que je suis parfait, non, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi j'en reçois pas énormément. C'est peut-être, je sais pas si c'est quelque chose que les gens sentent, que naturellement, j'en veux pas tant de la critique. T'appelles pas à ça? Je sais pas, j'en demande jamais. Je vais en demander à de rares occasions, mais quand j'en reçois non, des commentaires non sollicités, mais c'est dur à définir si c'est positif ou négatif au final dans la balance, mais je sais que quand je reçois de la critique, souvent ça me mine un peu le moral et toute l'énergie de mon personnage est un peu dans le culot, tu sais, parce que moi, je suis pas naturellement une personne, je suis très introverti, tu sais. Je suis pas naturellement une personne qui monte sur scène et qui va se donner en spectacle. Fait que j'ai besoin de penser fucking bon, là. T'as besoin de confiance. Ça met ta confiance, exactement. Pour le dire simplement. Ouais, mettons qu'on dit confiance, j'en ai besoin de vraiment beaucoup, tu sais, pour aller sur scène et aller contre ma nature qui est de me cacher, là, tu sais, de rester chez nous. Fait que quand je reçois de la critique, on dirait que ça donne un plus gros coup qu'à n'importe qui d'autre. On dirait que ça me donne un gros coup sur la tête de comme « Oh non, t'es pas vraiment fait pour ça. » Ouais. Fait que c'est sûr que si on me donne une critique, je vais y penser beaucoup, puis je vais essayer d'améliorer cette chose-là, puis je vais plus jamais la faire. Donc ça, c'est un positif. Ouais. Peut-être qu'au final, que c'est mieux que j'en reçoive. Mais en même temps, pendant un petit bout, on dirait que ça va m'habiter, puis ça va miner mon personnage, mon moral de monter sur scène, puis de me penser bon. J'ai besoin de me penser bon aussi. Oui, je comprends totalement. Tu as un podcast avec Marilyn Gendron qui s'appelle « Tout le monde saillit ». Pourquoi tu trouvais ça intéressant de partir de nos complexes? Parce qu'on se cherche tous là, des prétextes à avoir des podcasts, là, c'est bien évident, mais pourquoi ce sujet-là pour toi est intéressant? On était contents d'avoir un sujet, moi et Marilyn. Mais c'est simple, on a choisi ce sujet-là parce que moi et Marilyn, on est des meilleurs amis, puis on se parle au téléphone chaque jour, en long et en large de nos complexes. On fait juste dire qu'on saillit, qu'on s'aime pas, qu'on se trouve gros, que notre peau est grasse, qu'on a des boutons, qu'on est laid, qu'on a chaud. On parle juste de ça. Fait que c'était un peu un fantasme de partir ce podcast-là. On y pensait depuis un moment déjà. Fait qu'on s'est dit qu'on allait le faire, puis avec des invités. Parce qu'on avait un feeling que si nous, c'était autant pressant, là, ça bouillait là, en nous d'en parler. On avait un feeling qu'il y aurait beaucoup de monde qui aimerait ça en parler et beaucoup de monde qui aimerait ça en entendre parler. Puis on reçoit beaucoup de commentaires comme ça de gens qui disent que ça leur fait terriblement du bien d'en entendre parler. Tout le monde a des complexes. Est-ce que vous recevriez quelqu'un, mettons, qui a... Je sais pas c'est quoi la liste de vos invités que vous avez à date, mais est-ce que vous recevriez, mettons, Sarah-Jeanne Labrosse? Que tout le monde est comme, tu n'as pas le droit d'avoir des complexes, toi. Ben, tu vois, Sarah-Jeanne Labrosse, on a plusieurs catégories, mais Sarah-Jeanne Labrosse, si on la recevait, ça serait clairement sous cet angle-là de comme... Ça serait intéressant d'entendre parler le point de vue d'une personne qui, selon tout le monde, correspond à tous les critères de beauté. Mon Dieu, tu dois pas avoir de problème, toi. Mais c'est sûr qu'elle en a, tu sais, tout le monde en a. C'est ça serait ça l'angle. C'est rassurant de voir que même cette fille-là... Ou c'est rassurant ou c'est frustrant? Je pense que c'est rassurant. Je pense que chaque invité réussit à parler de ses complexes de façon sincère. Puis à partir de ce moment-là, si ça te fâche, ben c'est un peu sur toi, là, c'est un peu de ta faute. Là, tu peux pas... C'est important des fois de... Puis c'est un piège dans lequel on tombe souvent... de juger l'importance des complexes des autres, de comme, ben toi, t'es mince, ton poids, tu dois pas penser à ça, ou c'est moins important parce que t'es mince. Mais c'est important d'essayer de pas tomber dans ce piège-là. Ça dit plus sur nous, peut-être. Oui, parce que moi, c'est un piège que je tombe dedans souvent parce que moi, j'ai un surplus de poids, puis quand je vois des gens qui ont
à mes yeux, pas de surplus de poids, ben je me dis, OK, ben ça, eux autres, c'est réglé, tu sais, ils peuvent passer à autre chose. Bien Alors dans leur peau. ben oui, alors que dans le fond, ça n'a pas vraiment de lien avec ton numéro sur la balance, puis ton bien-être, c'est pas tant que ça relié, là. Puis est-ce que ça donne du matériel humoristique intéressant, selon toi? Pour le podcast, si ça donne du matériel pour utiliser sur les scène? Les complexes en général. Ah, les complexes en général, oui. Moi, je m'en sers beaucoup. Tu sais, ça a été, dans mes premiers numéros d'humour, un peu une carte de visite de l'autodérision, de comme parler de mon physique, de mon corps, de qu'est-ce que j'aime pas de moi. Puis c'est un peu, ben, c'est thérapeutique, là, bien sûr, là, d'en parler sur scène versus de le garder à l'intérieur de soi, puis que ça te pourrisse la vie. Fait que oui, tu sais, c'est... Puis je crois que ça fait du bon matériel humoristique parce que ça rejoint aussi beaucoup de monde dans la salle, que ça soulage d'entendre parler de ce que tu manges, puis de ton poids que t'aimes pas. Ouais. Fait que je crois que ça rejoint beaucoup de monde en podcast et en stand-up aussi. Hein. Puis est-ce que ça fonctionne? Pour toi, est-ce que le fait d'en parler, ça t'a rendu plus... Ça t'a permis de mieux accepter les parts de toi avec lesquelles tu étais moins à l'aise au départ? Définitivement. Je pense que c'est un cheminement qui se fait comme en parallèle avec aussi l'âge. Oui. Je sais pas, en vieillissant, toi, je sais pas si c'était comme ça, mais moi, je suis quand même lâche dans la vie. Fait que souvent, je deviens comme fatigué d'avoir autant pensé puis autant stressé de comme on voit-tu mon bourrelet en ce moment, tu sais. J'ai fucking mal au dos, là, tu sais. Je suis comme, je vais m'écraser, je suis tanné. Ouais. Fait que c'est plus ce cheminement-là, le progrès que je fais en parlant, il se fait en parallèle aussi avec le temps qui passe, puis lâcher prise, tu sais. Fait que ça, oui, j'ai l'impression que je chemine. Je chemine très lentement, moi, dans la vie, mais je sens que j'y vais. Là, je suis à l'été, que je porte des t-shirts. Avant, je portais jamais des t-shirts. J'aimais vraiment pas comment j'avais l'air en t-shirt. Je voulais même pas en essayer. Là, je suis à mon premier été que j'en porte presque tous les jours. Puis t'es à l'étape de nommer quand t'arrives en entrevue que t'es en shirt. Oui, exactement, oui. Fait que je deviens plus à l'aise avec mon corps. OK. Mais je suis pas encore totalement rendu là, malgré qu'on a pris une photo promo avec Marilyn pour le podcast où on est torse nu. Oui. Mm-hmm. Et ça, c'était toute une expérience. J'imagine. Mon Dieu, ça, je pouvais même pas être moi-même durant ce photoshoot-là. Il fallait que tu sois un personnage. Oui, il fallait que je sois un personnage parce que j'étais en bédaine, puis c'était impossible pour moi. Là. C'est comme tellement traumatisant que j'avais pas le choix de... personnage? J'étais le personnage de « ça me dérange pas ». OK. Ouais, je suis confiant. Où je me place comme ça, OK. Tu sais, je pouvais pas survivre à ce photoshoot-là en étant moi-même. On dirait que ça me mettait plus mal à l'aise de caler le fait que j'étais pas à l'aise que de juste être là puis être en bedaine. Puis... Mais bref, fait que tout le monde a vu cette photo-là, puis faut que j'y pense, tu sais, faut que j'y pense rationnellement de comme, OK, je peux me mettre en maillot de bain. Tout le monde m'a vu torse nu sur la photo que j'ai mise sur Internet, tu sais. Ouais. Mais ça reste quand même un réflexe pour moi que j'aime pas ça. Tu sais, je suis quand même le dernier dans la piscine. Ouais. C'est quoi pour toi la ligne entre l'autodérision, rire de qui tu es, puis en faire comme un matériel humoristique, puis l'espèce de tu sais, reproduire cette violence-là envers toi? Ah, c'est une bonne question. Je dois être... je sais pas si je suis un individu violent, si je prends plaisir à me faire cette violence-là en échange du succès dans mon matériel. Parce que je le sais. Tu te sens gagnant dans cette interaction, dans cette transaction-là. Ouais, exact. Je le sais qu'est-ce que je donne, mais je le sais que ce que je gagne en retour est plus payant, soit dans la réaction du public ou soit dans le retour sur le projet du podcast. J'en ai dit des affaires dans ce podcast-là. Là, il reste plus grand-chose à dire sur moi. Là. Mais je sais que ça va être payant parce que les gens vont connecter avec ça puis les gens vont aimer consommer ce produit-là. T'sais. Puis plus on en connaît sur toi,
plus on s'attache, plus, c'est toujours ça. C'est, ouais, c'est des choses, c'est plus ça. plus tu montres ta vulnérabilité, je pense, plus tu te rends accessible. Ouais, parce que j'ai l'impression que, en général, naturellement, je suis un individu. Un individu. T'es un individu. Un individu quand même secret et un peu mystérieux. Je pense pas que c'est toujours super clair qui je suis, tu sais. J'ai un peu un personnage dans la vie de base. Fait que c'est conscient que je dois un peu démêler ça pour le public si je veux continuer à avancer dans ma carrière, tu sais. J'ai l'impression que ça me bloque des fois. Fait que je veux essayer de régler ça au plus vite. Puis si c'est en disant que j'ai des poils dans le dos, ben je vais le faire, là, tu sais. Puis quelle autre chose t'aimerais que les gens qui te découvrent en ce moment sachent sur Sam Cyr? La question. Hey, pointe une partie de mon corps, je vais te le dire, qu'est-ce que j'aime pas. Hein? Non, mais c'est vraiment... Mais pas par rapport à ton corps, par rapport à qui tu es. C'est vrai, les complexes, on va souvent vers le physique, mais ça peut être autre chose. On a parlé du fait que tu étais homosexuel puis tu étais un peu enrobé, là. Okay. Que as-tu une autre carte que tu voudrais donner, là, au public? Ah, mais je parle souvent aussi du fait que je suis vraiment... Ben, je suis pas à l'aise avec ma sexualité, mais je suis pas à l'aise dans les relations non plus. Je suis quelqu'un qui date extrêmement rarement, puis je suis pas à l'aise avec ça. Puis ça, j'aimerais ça développer. Ça, dans les prochaines années. Non, mais c'est vrai, j'aimerais ça. C'est de quoi que... Je comprends même pas comment les gens ils font pour prendre du temps pour aller sur des dates. On dirait que c'est... Ben toi, t'es en couple, là. Ouais, c'est ça. Moi non plus. Je sais même pas c'est quoi Tinder. Ben t'étais-tu comme ça, toi, avant d'être en couple? T'aimais-tu aller sur des dates ou c'était de quoi que... Fallait que les gens viennent à toi plus? Ben, j'ai beaucoup été en couple. Fait que, tu sais, je suis une lover. Tu sais, moi, je date quelqu'un, c'est très rare que ça finit pas en U-Haul, là. Je suis une vraie lesbienne. Hey, moi, c'est tout le contraire. Ouais. Là. Moi, j'ai jamais été en couple. Mais c'est ça. Je trouve ça difficile. Moi, dans mes journées, je vois pas c'est quand le moment où je peux aller sur une date ou whatever. Là. Je suis plus du genre... je suis très solitaire, très... j'aime ça être à la maison. Je suis casanier. Mais je suis comme ça en amitié, mettons. En amitié, je sais pas quand les gens se disent... C'est quand le moment que tu dis « Hey, on va-tu prendre une bière? » Ah, ouais! Tu sais, comme... Mais peut-être aussi parce que j'ai toujours été en couple. Fait que, tu sais, ma blonde, c'est ma meilleure amie. Je suis comblée à ce niveau-là. J'ai jamais besoin de... Mais des fois, oui. Tu sais, des fois, j'ai le goût de voir d'autres personnes. Puis je suis comme « Ah, comment on fait ça? » T'es rarement celle qui va caler l'activité, là. Ben... Oui, puis tu sais, j'ai toujours l'air pas disponible, fait que je suis pas non plus tant invitée que ça à des activités, fait que je suis comme, je sais pas comment m'y prendre pour avoir des amis. Ben, moi non plus. Moi, honnêtement, là, si j'avais pas eu l'école de l'humour, j'aurais eu de la difficulté à me faire des nouveaux amis dans ma Montréal, vie. Ouais, c'était une des raisons pour laquelle je voulais aller à l'école de l'humour. C'était me créer des liens, des amitiés fortes avec des collègues en humour qui va durer, tu sais, pour toute ma carrière et plus encore, là. Dont Marilyn Gendron. Oui, ça, j'étais très attirée par cet aspect-là de l'école. Mais au-delà de te faire des amis, qu'est-ce que ça t'a apporté, l'école de l'humour? Je pense que l'école de l'humour, ça m'a apporté... j'ai pu comme sortir de ma zone. J'ai fait beaucoup de personnages à l'école de l'humour. Ça m'a apporté un peu ça a comme nourri mon... Je m'en foutisme sur scène, je crois, parce que j'ai fait beaucoup de personnages où, encore une fois, j'étais extrêmement vulgaire, je faisais n'importe quoi, j'essayais de me faire rire, en fait. Puis je crois que ça, c'est resté un peu dans ma façon d'écrire aujourd'hui. Avant, je pensais pas tant à me faire rire, je pensais à qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est un gag bien écrit, là, tu sais, qui va fonctionner. Mais maintenant, souvent, j'écris, puis je rush, puis je m'arrête, je me dis, OK, là, je vais écrire de quoi qui me fait rire. Je pense que c'est une des choses que l'école m'a apporté. Comment ça s'est passé, ton passage à l'École nationale de l'humour? C'était-tu facile? C'était-tu challengeant? C'est-tu trop de cul de dire que c'était facile? Non, c'est cool. J'ai vu des gens autour de moi avoir plus de difficultés que moi. Moi, je crois que ça a bien été. J'ai consommé l'école de la façon que je m'y attendais, puis pour les tu sais, justement, j'y allais là pour me faire des amis, ça a fonctionné. Si je m'étais pas fait des amis, j'avoue que je serais down, là. OK. Mais ça a bien été parce que j'étais bien entouré, j'aimais ça y aller. Chaque jour, j'aimais ça me rendre, acheter mon muffin, mon lait au chocolat, voir mes amis dans les cours. Puis je crois que j'ai été
j'étais chanceux d'avoir un casting un peu spécial pour être apprécié par l'école puis shiner de cette façon-là. Fait que c'est une façon de te faire aimer aussi. Ouais! C'est pas juste un outil qui servir contre toi, c'est pas juste une difficulté supplémentaire. Là. Non, mais c'est vrai ça, que j'étais un peu assoiffé de me faire aimer par le corps professoral puis le cadre de l'école puis la direction. J'étais un peu dans ce mood-là de comme, ben, je vais me forcer pour que vous m'aimiez puis poussez-moi le plus loin que vous pouvez, là. Fait que c'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu une bonne relation avec l'école parce que j'étais... Puis c'est à ta sortie... J'en donnais aussi, tu sais. C'est à ta sortie de l'école que tu as fait ton coming out, fait que j'ai l'impression que l'école t'a donné cette confiance-là? Peut-être pour donner de crédit à... Ben, c'est drôle parce qu'au début, mon numéro de coming out, ça a été fait pour remplacer mon numéro de tournée de finissant de l'école, qui était un numéro où j'étais un personnage... où j'étais en perruque, là, puis j'étais une femme qui cherchait son bébé dans un parking. Là. Mais... Vraiment quelque chose avec laquelle on peut s'identifier. Oui, vraiment, le monde avait dit « Ah oui, ça, Sam, c'est très clair qui est à travers ça. » Mais ça, c'est un numéro qui pognait pas beaucoup à l'extérieur de Montréal. OK. Et je suis devenu tanné de ça, puis j'ai eu envie, justement, pour les publics... extérieur de Montréal qui voient peut-être moins de diversité sur scène. On dirait que j'avais envie de leur dire comme, ben voilà, je suis gay et maintenant, voici un numéro full osé, full vulgaire pour que vous m'aimiez parce que je suis gay, peut-être que vous n'aimez pas ça, mais je suis hardcore. Ça, peut-être que vous allez aimer ça. Hein? Fait que c'est vrai que avec ta question, on dirait que je réalise un peu tout ça. Ben, c'est comme tu as joué avec cette dualité-là. C'est comme quelque chose qui est un traumatisme, visiblement, mais qui peut être aussi un outil que tu mets qui est à ta disposition pour shiner. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. C'était comme un coming out, mais je me suis full forcé pour que le numéro soit vraiment fort pour qu'il n'y ait pas le choix de m'aimer, tu sais. Puis, ils vont t'aimer encore plus quand tu auras ton numéro de danse poteau. Ah oui! S'il vous plaît. Je l'attends. Prochaine fois qu'on se voit... Vas-tu être là avec moi? Ben, je vais être dans la salle. Okay. Je vais te regarder. OK, ça va se produire sur scène, là. Okay. Oui. Parfait. Je vais magasiner un poteau. C'est cher? Tu demanderas à Lise Dion. Oh my God, Lise. Ah, faudrait que je l'invite. Je l'aime assez. Ah, je l'aime beaucoup. Ben, je te la souhaite. Merci. Merci, Sam. C'était vraiment le fun de te parler. Merci, Judith.